Alors un matin, je pars avec le nonchalant sur la Loire faire une balade avec mon bateau. Et je pars tout seul. Et au bout d'un moment, sur la berge en face, je vois un gars qui me fait des grands signes. Eh oh, il m'appelle. Alors je vais le voir, je me bitch sur la plage. Et puis le gars, il me donne un truc en bois. Il me dit ça c'est un appôt à cygne. D'accord, moi j'étais un peu. Alors je le mets dans ma poche, puis j'oublie un peu. Je reprends le bateau, je continue mes petites affaires. Et puis je faisais pas gaffe, à un moment je me tanque sur un énorme banc de sable que je pouvais pas louper. Et j'ai pas fait attention, je me tanque dessus. Donc me voilà dans le sable. Alors je prends ma plus belle bourde, je remonte les manches, et puis j'y vais quoi. Je crache dans mes mains. Et là je pousse sur la bourde, à l'avant, à l'arrière, à tribord, à bâbord. Rien à faire, le bateau tanké, impossible à bouger. Je remonte mon pantalon, j'enlève ce que j'ai dans mes poches. Hop, je vais en bas, je tire, je pousse, je tire, je pousse. Impossible, le bateau tanké, ça ne rebouge pas. Je remonte à bord, je respire, je souffle, je bois un coup d'eau. Et puis je fais l'inventaire un peu de ce que j'ai, ce qui pourrait m'aider. Et je retrouve dans ma poche la peau à cygne. Je me dis, bon, on va essayer quand même. Donc je le prends, je souffle dedans. Qu'est-ce que je vois arriver au loin? Tu vois, je fais 2-3 grands coups dans la peau là. Hop, je vois un signe qui se ramène, suivi d'un deuxième, 3, 4, hop, jusqu'à voir 6 signes. Alors je prends un bout, je me saisis d'un bout, je fais un petit cabestan à la poupée et je leur jette le bout, le signe il fait pas quoi, il se saisit du bout dans son bec, il se met à tirer, alors je leur dis allez les signes, alors tous les signes ils prennent le bout dans leur bec, ils tirent comme ça, hop je commence à me sortir de la grève comme ça, tout doucement petit à petit, puis là il s'envole, alors le bateau il suit derrière, on passe comme ça, les 3 ponts, pont Wilson, pont Jacques Gabriel, pont François Mitterrand, on arrive bientôt à Chaumont, et là il me lâche, je sais pas pourquoi, je redescends comme ça, bam, hop, j'arrive à Chaumont, devant le château, je me gare à côté de Mirabeauton, nickel. Voilà, ça c'est l'histoire des signes. Voilà pour cette histoire de cygne narrée par le crieur de Loire, Cédric Joubert. Pendant que Cédric nous racontait cette histoire, il en a plein d'autres, hein, allez le voir, il peut vous en raconter plein jusqu'à ce soir. Un nouveau plateau nous a rejoint, on y accueille Julien Chapuis. Bonjour Julien. Bonjour. Tu es éthologue, cofondateur de la structure de médiation et d'exploration scientifique NetExplorer, et tu es à l'origine avec Barbara Rétoré, ton binôme de NetExplorer, du projet Loire Sentinelle, dont nous allons parler dans un instant. À côté de toi, enfin pas tout à fait à côté, en face, Marion Clément. Bonjour Marion. Bonjour. Sur la grande remontée, tu y étais pour 3 raisons. Tu faisais partie de l'équipage de la Mélusine, Oui, avec Antoine et Romane qu'on a vu tout à l'heure. tout à fait. Tu es également voileuse de Loire. Tu vas nous Voilière. expliquer. J'ai dit voileuse? Ouais. Voilière de Loire. Voilière. Voileuse aussi. Non, pas voilière. spécialement. Voilière. Donc, voilière. Mais à culpa, étaneuse de poissons de Loire. Tu vas nous expliquer tout ça. Donc ça faisait 3 bonnes raisons de t'inviter. Et enfin, juste à côté de toi, Samuel Bautreau. Bonjour Samuel. Bonjour. Tu fais partie de l'école de Loire de la Rabouilleuse. Tu es batelier donc, mais aussi éducateur grain d'arbre et ornithologue, amoureux de la nature d'une manière générale. On peut dire ça comme ça? Alors prends ton micro, parce que ça va être plus simple. L'histoire de signes contée par Cédric, là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre, mais on y parlait notamment de solidarité interspécifique, d'une manière générale, puisque les signes viennent assister les hommes qui n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls. C'est un terme de solidarité qui a pris tout son sens pendant la grande remontée. Est-ce que la solidarité qui s'y est exprimée, vous pouvez nous en donner quelques exemples? Comment vous l'avez vécu? Il s'est vécu des moments de solidarité assez forts durant cette grande remontée. Alors, solidarité inter ou intra-spécifique? Intra et inter. Intra plutôt, spécifique. Oui, est-ce que c'était peut-être moins flagrant pendant la grande remontée parce qu'on était une belle équipée sauvage sous certains aspects, donc assez tonitruante et donc pas toujours en contact direct et en proximité avec d'autres animaux que les humains. Mais après, en termes de solidarité, on l'a vécu tout le temps à bord, et notamment à bord de la Mélusine, où on a été accueillis à bras ouverts et pendant la quasi-intégralité du parcours. Et ça se joue à plein de petits moments qui font que, d'ailleurs, on en témoignait à la toute fin de la grande remontée sur ce très beau moment qu'on a partagé
voilà, sceller un petit peu cette navigation, de dire qu'on a été accueillis et pas que accueillis. On a vraiment ressenti le fait qu'on faisait partie d'un équipage et qu'on n'était pas juste des invités à bord. Et ça a été quelque chose de très beau à vivre pour nous qui ne venons pas du tout de cet univers de la batellerie. Alors on a descendu la Loire en canoë, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est joué à bord des bateaux. Et la solidarité était là tout le temps et on le voit au travers là, des photos qui défilent. Et je pense que c'est un des mots-clés, un des mots d'ordre qui a résonné fort pendant tout cet événement. Samuel, Marion, c'est sur cet élément de solidarité ou à l'inverse, la manière dont vous avez accueilli justement ces artistes et scientifiques qui venaient à bord? Sur la solidarité, il y a la solidarité du quotidien à bord. Et puis il y a des moments où il y a besoin d'être très solidaire, notamment quand il y avait des pépins, parce qu'il y a des bateaux qui ont eu quelques soucis. Et je pense notamment à Bouzouk, le bateau de la Rabouilleuse qui a coulé à 2 reprises. Et donc il y a eu un beau moment de solidarité. Alors moi j'étais pas là, je l'ai pas vécu, mais on me l'a raconté à plusieurs reprises, de ce bateau qui est sorti de l'eau, qui a été réparé pendant la nuit par des charpentiers de Brémont. Et puis plein d'autres moments où il y a besoin d'être ensemble. Et voilà, là, c'est dans ces moments-là aussi que la solidarité s'exprime avec le plus d'intensité, quoi. Et puis tous ces moments aussi un peu plus anecdotiques peut-être, mais des gestes, des paroles qui sont empreints de solidarité à bord et puis sur les quais. Marion, la solidarité entre bateliers ne fait pas beaucoup débat. De toute façon, il y a une solidarité dans cette profession, mais d'une manière plus générale, avec tout ce qui s'est passé sur Mélusine, mais aussi avec toute cette flottille, ce mot de solidarité, il résonne comment? Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est hyper important. Et Samuel, du coup, il le dit il y a la solidarité qui est au sein du bateau, où il y a des situations qui sont critiques, où il faut tous qu'on agisse. Et où c'était intéressant de pouvoir intégrer du coup les autres personnes vraiment dans les actions. Il y a une solidarité dans la prise en compte de chacun avec les capacités que chacun a aussi, les peurs ou pas. Enfin voilà, il y a des gens qui vont savoir agir, d'autres pas. Et du coup, c'est aussi être à l'écoute de ça. Et effectivement, là, on partait sur un groupe. Et en fait, c'est hyper important de toujours être attentif. Je pense qu'on l'a tous plus ou moins été sur le fait on ne s'occupe pas que de son bateau en fait. On s'occupe de l'ensemble de la flotte et de voir comment les autres gèrent et est-ce que c'est bon, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on les attend. Et ouais voilà, il y a les deux entités effectivement, et sur le bateau même et sur l'ensemble. Je pense que c'est hyper important. Alors sans. Enfin voilà, sans la solidarité, on est tous foutus quoi. Y a un truc. Et ça ressemble on parle souvent d'esprit de cordée, et là c'est l'esprit de flotte. Et on peut vraiment faire un parallèle entre les deux pour avoir connu d'autres moments en montagne. Ça se ressemble beaucoup. Alors d'un côté c'est vertical et là c'est dans l'horizontalité, mais il y a des vrais parallèles à tisser entre les deux. Alors il y a une particularité sur cette table ronde de vous trois, on s'en est rendu compte après l'avoir composée finalement, mais c'est qu'à quelques jours près, notamment pour toi Samuel, mais vous avez participé à l'intégralité de la grande remontée. Et vous êtes les seules tables rondes, où c'est le cas, Étienne Davaudon en parlait tout à l'heure, sa frustration d'être venu 15 jours, vous avez vécu quasiment toute la grande remontée, Samuel à peu près, quasiment, ouais. Et j'avais envie de vous demander, je n'ai pas posé cette autre question-là aux autres parce qu'ils ne l'ont pas vécu en intégralité, mais 2 mois après, quasiment, qu'est-ce qui vous en reste, chacun? S'il devait y avoir une image ou une réflexion qui vous en reste de ce mois de grande remontée, parce que ça durait un mois entier, quasiment. Qui veut commencer? Ça va être toi, Moi, Julien. Je veux bien ne pas commencer. Allez. Samuel? Non, je me déleste. Enfin, Shifumi ou... Non, vas-y, je t'en prie, tu peux commencer. On se continue à s'envoyer la balle comme ça. Ouais, on peut... Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée veut... Qu'est-ce qu'il en reste? Mais c'est dur de répondre à cette question parce que... Mais de manière très spontanée, là, je te dis grande remontée, pendant un mois tu as vécu ça. Accordéon, voilà. Pas forcément pour les bonnes raisons, je le confesse. Voilà. Julien a une difficulté avec l'accordéon. Ouais. Voilà. Ouais. Non, sans blague à part, ce qu'il en reste, c'est tous ces moments que l'on a partagés. Bon, ça paraît très cliché comme ça, mais je vais essayer de développer un petit peu. Dans le sens où, à bord d'un bateau, on passe d'une intensité qui est très faible, où tout le monde est là. Alors, il y a une attention qui est présente, mais vraiment de faible intensité. Et puis d'un coup, ça va se lever, mais au sens littéral du terme, les corps vont se lever.
et vont même se lever et sauter dans l'eau pour pousser le bateau parce qu'on atterrit sur un banc de sable. Et en fait, ça demande une disponibilité permanente, ce qui engendre aussi une forme de fatigue. Mais c'est très beau, en fait, là c'est plus qu'assister, y participer au jour le jour. Et il y a une routine qui s'installe, mais qui vient toujours être entrecoupée par ces temps de navigation. Et puis, pas uniquement par les moments de navigation, parce qu'on se laisse aussi saisir, et j'espère qu'on a pu apporter ça, notamment à bord des bateaux quand on s'y trouvait. Ah là, il y a un vol de cygne, ben on s'arrête, on se met à l'écoute, et on se laisse saisir et porter par ces moments-là. Donc moi, c'est ça qui m'en reste, sans avoir du tout construit cette réponse. Mais c'était l'objectif, cette disponibilité dont parle Julien. Toi, tu es très sensible, Samuel. Cette disponibilité au fleuve, à voir ce qui se passe autour de soi. Oui, et curieusement, c'est pas l'image qui me reste de cette grande remontée. C'est pas tant la Loire que plutôt le fait d'avoir été dans un collectif et l'intensité du collectif. Et parfois, il y a des moments de surprise, comme tu le disais, avec un vol de cygne, avec un castor qui apparaît, avec des choses qui sont très spontanées et que l'on peut voir surgir dans tout voyage et que l'on a vu sur ce voyage sur la Loire. Mais ce qui me reste, c'est avant tout cet espace de déambulation du commun et d'échange et de partage, plus encore que le fleuve Loire finalement. Marion ? Je les rejoins complètement sur le fait que moi, c'est plus l'énergie effectivement qui a pu se dégager de ce collectif. Parce qu'effectivement, il y a des moments très calmes et des moments où tout s'accélère d'un coup. Il y a de l'énergie positive autour des repas, des chants et de joie, etc. Il y a d'autres moments plus tendus, mais voilà, tout ça, tout demande une espèce d'énergie. Et c'est vrai que je pense qu'effectivement, moi aussi finalement, c'est peut-être plus le côté collectif que réellement, qui va me rester, en tout cas, plus que la Loire en elle-même. Il y a vraiment cette espèce de... On a fait ce voyage tous ensemble, mais voilà, et le tous ensemble a son importance, le côté collectif. On s'est fini pour les questions pièges. Non, mais c'était intéressant d'avoir cette spontanéité de ce que vous pensiez 2 mois après de ce que vous avez vécu durant cette grande remontée. Le fil rouge de cette grande remontée, il y avait aussi un fil rouge scientifique. C'est lui que tu représentes, en fait, Julien, dans cette table ronde. Pression. Quelle pression. Ouais. Tu as beaucoup voyagé avec Samuel ou Marion sur Mélusine ou d'autres bateaux, évidemment, qu'on n'a pas cités, mais il y avait le Nonchalant, il y en a plein d'autres, il y avait la Rabouilleuse, tous ces bateaux-là. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Loire Sentinelle, le projet que tu portes avec Barbara Rétoré? Et puis, on va, pour t'aider, si tu ne te rappelles plus de ce dont il s'agit, mais je pense que ça devrait le faire, on va montrer le visuel que tu as choisi avec Barbara de partager avec nous. Alors, en t'appuyant peut-être sur ce visuel-là. Ouais, pourquoi pas. Alors là, le challenge, c'est de dire rapidement ce qu'est Loire Sentinelle. Sur notre petit dépliant, on parle d'un projet de recherche, action, création. Ça veut dire qu'on passe du temps sur le terrain, à la fois des scientifiques, des artistes et des auteurs, et qu'on essaye tout simplement d'explorer la Loire sous de nouveaux modes pour la découvrir autrement et la faire découvrir autrement. Et une manière de la faire découvrir autrement, c'est notamment en s'associant à des personnes comme Aurélie, donc Aurélie Calmet, qui est la responsable, et on la remercie, et c'est une occasion de la saluer parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui avec nous, elle est là avec nous par la pensée, on va dire, qui est dessinatrice, aquarelliste, et on a choisi de s'appuyer sur cette image parce qu'elle dit beaucoup de ce que l'on essaye de faire à bord de Loire Sentinelle, et ce dispositif, ou plutôt ce mode d'attention dans lequel on essaye de se mettre, et que l'on a en partage, c'est-à-dire que la Loire, dans cette aquarelle, elle occupe quasiment tout l'espace. Et c'est pas que la Loire en tant que cours d'eau, et on a trop tendance à la réduire à ça, de la flotte qui coule à nos pieds. C'est à la fois un cours d'eau, mais c'est aussi des bancs de sable, évidemment. C'est aussi un ciel qui est ici orageux. Et c'est une image qui a été captée, qui a été fixée dans le Val-de-Loire. Donc c'est aussi un écho avec ces rencontres. Et puis vous nous devinez peut-être dessus, parce qu'on est tout petit. Barbara à l'avant du canoë et moi à l'arrière.
Et on est en train de réaliser un échantillonnage. Ici, c'était en aval d'Orléans, de microplastiques. Et en fait, on a notre juste place parce qu'on est tout petit, à bord d'un bateau qui n'est là que de passage et où on essaye constamment de ne pas oublier que les vrais habitants de la Loire, c'est tous ces vivants non humains que l'on ne voit pas et qu'on essaye de détecter avec l'autre méthode qu'on a mobilisée qui s'appelle l'ADN environnemental. Et pour le dire très rapidement, qui permet à partir de l'ADN que tous les vivants en partagent, eh bien, de détecter la présence ou l'absence d'espèces et grâce à leur présence ou leur absence de savoir quel est plus largement l'état de santé des intervalles de Loire que l'on a pu échantillonner. Donc il y a 2 volets scientifiques à ce projet Loire Sentinelle, la pollution en microplastique sur l'ensemble du continuum du fleuve et l'ADN environnemental qui révèle la biodiversité. Mais tout ça avec aussi un prisme scientifique, donc de prélèvement in situ. Vous avez descendu le fleuve l'année dernière et vous l'avez remonté en partie grâce à la grande remontée, mais avec une approche aussi sensible et artistique. Vous invitez à bord une résidence artistique. Oui, des gens comme vous notamment, il faut qu'on le dise, hein, vous faites partie de cette résidence. Voilà, c'est particulier comme exercice. Hein. Oui, c'est particulier. Bon, Laure n'ose pas trop me regarder. Oui, on a cette chance d'être accompagné par des très belles personnes que vous êtes, qu'Aurélie est évidemment, Amélie qui est là-bas et qui était tout à l'heure sur le plateau pour parler de sa pratique céramique. Et alors déjà c'est une chance pour nous, je pense que ça l'est aussi pour les personnes qui ont pu vous rencontrer lors d'Escale et d'autres événements. Et pourquoi est-ce qu'on a souhaité ça? Alors c'était pas pour faire joli sur un dépliant et dire voilà on est dans un programme art sciences, etc. On est convaincu depuis des années que les arts et les sciences ensemble à la confluence peuvent aider à élargir la perception que l'on a de nos milieux de vie et peuvent nous aider, ne serait-ce que d'un iota, à décaler la manière dont on conçoit ces milieux de vie. Et puis il y a des parallèles évidents qui peuvent être faits entre l'approche scientifique et ce qu'on appellerait plutôt l'approche artistique. Et cette image le montre très bien. Quand nous on réalise un échantillonnage, Aurélie elle le fait aussi, et là elle était en train d'échantillonner ses couleurs de Loire, sa palette qui allait ensuite lui servir à composer toutes ses aquarelles. Donc quand on en discute, et on a du temps pour discuter quand on est en itinérance, en canoë, que l'on va s'arrêter pour bivouaquer, on est dans le milieu comme on aime bien à le dire, et on a ces discussions sur les parallèles qui peuvent exister et on n'essaye pas non plus de tirer des fils qui n'existent pas entre art et sciences. Mais tout ça c'est des tentatives, on essaye vraiment de voir qu'est-ce qui peut faire friction, qu'est-ce qui peut faire bouger les lignes entre les arts et les sciences. Et on est convaincu qu'il y a quelque chose au moins à explorer ici. Ça, on en est tous là aujourd'hui dans un monde qui se délite par tous les bouts. On essaye de trouver des voies, on essaye de trouver des solutions. Samuel et Marion, vous avez eu largement l'occasion de discuter avec Julien et Barbara, avec les résidents de Loire Sentinelle. Est-ce que cette démarche dont parle Julien, elle vous parle, vous, dans vos pratiques professionnelles? Samuel? Oui, nous on y est très sensibles et c'était super de partager tous ces moments et de continuer à les partager ensemble. Et c'est vrai qu'on s'y retrouve beaucoup. Nous à la Rabouilleuse on travaille essentiellement sur sur du lien, sur de la transmission. On se définit comme une association d'éducation à l'environnement, d'éducation populaire. Donc on a des outils, on a des bateaux, notre travail, c'est d'emmener des gens sur le fleuve, de vivre des moments ensemble, d'apprendre des choses. Et puis aussi, quand tu parles de ces espaces de friction entre les arts et la science, c'est quelque chose qui nous touche et que l'on essaye de concrétiser, d'exprimer par le biais d'événements. Alors, comme la grande remontée bien sûr, mais aussi d'autres événements plus modestes que l'on organise sur notre espace là, à côté de Tours, à Rochecorbon. Donc voilà, essayer de ritualiser aussi ces moments-là et de créer des ponts, des passerelles entre des différentes pratiques et qui parfois on pourrait penser qu'elles n'ont pas vraiment de lien entre elles, mais finalement elles en ont. Et voilà, donc on se situe plutôt à ce point de jonction, essayer de rassembler des différentes compétences et envies. Et puis nous aussi, bien sûr, dans notre travail qui est celui de transmettre sur la Loire, dans les arbres, etc. On voit quelques images là que tu nous as transmises. C'est à la Rabouilleuse, là c'est ton activité d'éducateur grimpe d'arbre, hein, c'est ça, qui permet d'avoir une autre approche aussi, de se rapprocher des éléments, du vivant en tant que tel. Voilà. Marion, de ton côté, cette approche de Loire Sentinelle, est-ce qu'elle te parle?
Est-ce que toi, dans ta pratique professionnelle, dont tu vas nous parler tout de suite, il y a des échos à faire avec le travail qui est mené par Loire Sentinelle? Ça t'a causé tout de suite quand tu les as rencontrés? Alors, ça n'a pas forcément fait un lien direct avec... c'est très bizarre de voir la photo directe. Ça n'a pas forcément fait un lien direct avec ma pratique professionnelle. C'est plus... moi, j'ai plus trouvé un intérêt finalement personnel, dans un premier temps, où j'habite depuis très très longtemps sur les bords de Loire, enfin voilà, et c'est vrai que c'est un fleuve qu'on connaît très peu, et du coup c'était hyper intéressant d'avoir leur regard sur cet environnement que je pouvais confronter du coup au mien, qui était simplement un regard d'observation, enfin voilà, qui n'avait pas forcément et du coup en ça c'était intéressant d'avoir juste un nouveau regard. Enfin, puis j'ai l'habitude du regard je te regarde Samuel par rapport au batelier, etc. Mais du coup là c'est encore un nouveau regard. Et ce nouveau regard plus scientifique, je l'avais pas forcément perçu, ou en tout cas, enfin voilà, pas de manière aussi proche. Voilà. Ceci dit, parmi les résidents Loire Sentinelle, on a Amélie qui était là tout à l'heure, qui elle a glané dans le fleuve, alors des plantes, des sédiments, et puis qui les travaille. Toi aussi, tu travailles à partir de matières récoltées au sein du fleuve. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette activité de tanneuse? Qu'est-ce que c'est exactement? Eh ben, l'activité de tanneuse, c'est du coup de transformer une peau de poisson en cuir, tout simplement. Donc, c'est des peaux de poisson que je récupère auprès de pêcheurs professionnels, notamment Thierry qui est dans le coin. Voilà, et du coup d'avoir tout un travail dessus de nettoyage. Donc là par exemple on voit, je suis en train d'enlever les écailles du coup de la peau. Enfin voilà, il va y avoir tout un travail de nettoyage et ensuite de transformation en le tannant pour que ça se transforme en cuir et que ce soit effectivement un matériel après qu'on puisse utiliser pour fabriquer des objets. Donc tu te sers du matériel, pas du matériel, mais d'un matériau, ou d'un vivant mort en l'occurrence, qui est le poisson, pour une partie de ton activité économique. Et puis tu te sers aussi de toute une tradition qu'évoquait Virginie Serna tout à l'heure, qui est celle des savoirs nautiques ligériens, pour ton autre activité économique, qui est celle de voilière et pas voileuse. Non, je ne suis pas voileuse, je suis alors voilière. En quoi ça consiste cette activité de voilière de Loire? Eh ben, je confectionne des voiles de bateaux de Loire exclusivement, puisque du coup je n'ai pas de formation en tant que voilière à proprement parler. Et je le disais tout à l'heure, ça fait depuis très longtemps que moi j'habite à côté de la Loire, de manière très très proche depuis quelques années d'ailleurs, et que en fait j'ai fait la rencontre de plein de personnes qui eux ont une pratique par rapport au bateau que j'ai pu aborder aussi, et cette activité a un peu démarré de manière je ne sais pas si on pourrait dire impromptue, voilà, puisque du coup moi j'ai toujours fait de la couture, et en fait là la première fois en tout cas que j'ai fait une voile, que j'ai cousu une voile, il y a eu un espèce dans ma tête de ça y est, tous les liens se faisaient ensemble. C'est-à-dire que j'arrivais enfin avec moi des savoirs que j'avais de couture, de le relier à un élément qui a toujours été avec moi, enfin voilà, sur lequel j'ai grandi à côté. Et c'était quoi la question? Non, c'était ça, c'était que tu nous présentes cette activité de voilière. Coup, oui, voilà. Et en fait, à la base, j'avais absolument aucune connaissance, ni en navigation, ni en confection de voile, puisque voilà, c'était pas des éléments que je connaissais. Et donc, j'ai pu effectivement rencontrer des gens qui ont pu en fait m'aiguiller là-dessus, et du coup commencer cette activité que j'ai trouvé géniale, parce qu'en fait c'est juste magnifique une voile, et un bateau est magnifique, et un bateau avec une voile l'est encore plus. Ouais. Et certaines de tes voiles étaient sur la grande remontée d'ailleurs. Tout à fait, il y en avait quelques-unes. Les plus belles, on peut le dire. Les plus belles, oui. J'espère qu'il n'y a pas d'autres voiliers ou voilières ici. J'assume. Ils n'en prendront pas ombrage. Tu es voilière depuis combien de temps? 1 an et demi. Et tanneuse?
Et de quoi? Étaneuse? Pareil. Ouais. Ah Et non, est-ce que c'est ma vraiment très question, récent. c'est très récent, mais Oui. tu dis que tu voisines avec le fleuve, ou en tout cas tu vis avec le Oui. fleuve depuis très longtemps. Est-ce que cette activité récente, ces deux activités très récentes, ont déjà changé ton rapport au fleuve ou pas trop? Pas du tout. Ah bah si, complètement. Parce que du coup, avant, j'avais un regard un peu extérieur. Tout à l'heure, sur un autre plateau, on évoquait le fait de regarder la Loire de la berge, enfin voilà, et regarder la Loire une fois qu'on est dessus. Enfin voilà, il y a un dedans. Et du coup, moi avant, j'avais que le regard extérieur finalement de la Loire. Je la voyais couler, je la voyais monter, descendre, mais en fait, j'avais jamais été dedans, j'avais jamais. Et là, du coup, j'ai l'impression d'approfondir en fait ma relation avec elle, parce que, bah, effectivement, les poissons que je récupère, les peaux de poissons en tout cas, viennent de manière très locale, et du coup, je commence à regarder les poissons dans la Loire, ce que j'ai jamais fait. J'ai toujours détesté la pêche. Enfin voilà, c'était pas du tout un domaine qui m'intéresse, et là je commence à les regarder, enfin, notamment pour tanner. Moi je récupère des végétaux pareils plutôt localement sur les bords de Loire, donc ça a une importance aussi pour moi. Enfin voilà, et effectivement oui, du coup ces deux activités m'ont amené à avoir un nouveau regard et une nouvelle relation avec elle. Et c'est vrai que les voiles, bah, ça m'a amené à naviguer sur la Loire, ce que j'avais jamais fait et qui est génial. Enfin voilà, donc oui, ça m'amène à une nouvelle relation en tout cas. Donc cette nouvelle relation dont parle Marion, Samuel, est-ce que toi, tu te nourris aussi de ces différentes expériences que tu as avec le fleuve, à savoir être batelier, éducateur grimpe d'arbres, en général en proximité avec le fleuve? Éducateur grimpe d'arbres, c'est en général sur des arbres en proximité avec le fleuve. Il y a le fait de faire cette grande remontée en collectif. Tu as aussi une expérience individuelle de la navigation. Est-ce que toutes ces expériences différentes, elles te permettent d'avoir une vision et d'approfondir aussi tes connaissances sur le fleuve de plus en plus? Alors les connaissances, oui, bien sûr. Mais par rapport au rapport au fleuve, finalement, la Loire, elle m'a manqué pendant cette grande remontée. Quand je suis revenu près du fleuve quelques jours après, ça m'a fait du bien. Peut-être que les silences m'ont fait du bien aussi. Et j'ai l'impression que c'est toujours un peu compliqué quand on parle de rapport au fleuve. C'est une question que j'appréhendais un peu d'ailleurs. Hein. C'est quoi ton rapport? Pardon. Mais c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui est des fois difficile à nommer. C'est quelque chose qui se construit, qui se déconstruit un peu au quotidien. J'ai l'impression que c'est comme une relation en fait. Quand on crée, quand on tisse, quand on nourrit une relation, que ce soit avec quelqu'un ou avec quelque chose d'autre, si tant est qu'on pourrait appeler ça une chose. Mais avec la Loire, il y a voilà, quelque chose qui se produit par la récurrence et par le fait de pas forcément d'être dessus, parce que je tiens pas forcément à être sur un bateau, mais voilà, de l'avoir évolué au fil des saisons et plutôt de l'accueillir en fait. C'est ça aussi peut-être, je pense. Donc c'est difficile à définir et pourtant tu es en capacité de dire qu'elle t'a manqué. Oui. Ouais. Oui. Enfin, il y a des choses qui m'ont manqué, ouais, tout à fait. Je propose qu'on écoute le son d'Estelle, batelière, donc enregistré pendant la Grande Remontée. Au tout début, on était à Nantes et on l'a questionné sur son rapport à l'eau, justement, à la Loire. Je suis tout le temps à la regarder, à l'appréhender, à être dessus. Enfin, elle me manque facilement si je la vois pas. C'est un peu étonnant. Ouais, ça fait un peu partie de moi, quoi. C'est un truc, elle me manque. Je sais, quand je pars même quelques temps, je me demande où elle en est, quel est son niveau d'eau. Enfin, il y a une espèce de truc comme un peu une amie ou un ami où on se demande il en est où dans sa vie, quoi. C'est un rapport un peu amical, je crois. Ah, c'était court. Merci Estelle. Donc il parle de cette relation amicale aussi. Alors je ne sais pas si tu le perçois comme une relation amicale avec le fleuve quand tu dis qu'il t'a manqué. Ou si c'est autre relation chose encore. amicale, non, je dirais pas ça, mais là Julien me glissait à l'oreille, moi aussi elle m'a manqué, et il parlait de cet automne qui fait du bien, parce que la Loire, ses eaux ont monté, elle s'est gonflée, et tu parlais de respiration, et c'est quelque chose qui est
qui est assez fort dans son cycle et qui est attendu. Et des fois, on a un peu le souffle coupé. Surtout cet été, on avait le souffle coupé. Et puis les dernières années, on attend l'eau. Et quand on parle du manque, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, quoi. Et du coup, voilà, sa présence de cet automne me ravit. Julien, il y a aussi la volonté dans votre projet de parler de ces résultats du coup pour intéresser les gens au fleuve, tout simplement, à la Loire, et qui entretiennent un rapport direct avec ce fleuve-là. Ça, c'est important aussi, le volet transmission dans le travail que vous menez avec Barbara. Oui, c'est fondamental et c'est au cœur de ce qu'on développe. C'est comme si j'avais parlé d'un projet qui est très vieux, mais depuis l'année dernière, c'est que la médiation, elle soit là, et elle soit même là pendant le terrain. Chose qu'on expérimente que depuis le projet Loire Sentinelle. On a eu d'autres expériences par le passé, plutôt aux confins, parce que c'était en Amérique centrale et à Madagascar. Et là, le fait d'être en proximité directe avec des populations riveraines, qui plus est françaises, ligériennes, et là on avait ce lien parce que notre vie à l'une et à l'autre avec Barbara a toujours été bercée par la Loire, et bien ça nous a permis d'être en contact et en prise directe avec des Ligériens et Ligériennes de tous âges, de tous horizons, et ça c'est fondamental parce que l'enjeu il est là. Générer de la donnée pour générer de la donnée, ça n'a aucun sens. Alors ça en avait déjà peu avant, ça en a encore moins aujourd'hui dans la situation de après l'urgence. Maintenant, il faut clairement qu'on arrive par différents biais, et j'ai aucune idée de comment on va y arriver, mais à vivre différemment avec la Loire, parce qu'effectivement, quand la Loire elle se regonfle, on se regonfle avec, on respire mieux. C'est ce dont parle Marielle Massé d'ailleurs dans son dernier bouquin, Respire. Un fleuve respire au travers de ses eaux, des crues, des décrues, et notre respiration à nous, qui est aérienne, atmosphérique, elle passe quand on est attaché à un fleuve par cette respiration aquatique d'un fleuve. Donc évidemment qu'on est attaché à ce fleuve-là quand il irrigue notre vie depuis qu'on est tout petit, mais c'est aussi là pour des personnes qui sont arrivées depuis peu, parce que si elles viennent là, il y a des raisons derrière. Alors c'est pas toujours des raisons tout de suite d'attachement avec une entité vivante que peut être un fleuve, une montagne, mais voilà, ces attachements, il faut essayer de les révéler. Pour nous, c'est un mot qui est important, de les révéler. Les sciences peuvent nous aider à les révéler, les arts aussi, et la médiation, elle est là, comme son nom l'indique, pour faire ce point de nouage, et parfois ça peut devenir un point de bascule quand on fait bien son travail et que les personnes en face sont réceptives. Encore une fois, c'est ce qu'on essaye d'expérimenter à bord de Loire Sentinelle. Plutôt que de rapport au fleuve qui te faisait peur, j'aurais peut-être dû parler d'attachement plutôt, d'attachement au fleuve. On va conclure là-dessus avec une personne que tu as citée, qui est Marielle Massé, qui est une des résidentes du projet Loire Sentinelle aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui va être lue dans un livre qui s'appelle Nos cabanes, lu par Sarah Pelraot, qui elle est danseuse et qui là s'essaye à la lecture, elle ne s'essaye pas, elle lit très très bien, et qui va nous lire un extrait d'un livre de Marielle Massé. Merci d'avoir participé à ce plateau. Il en reste un dernier qui sera le plateau conclusif. On se retrouve là juste après la lecture avec Bruno Marmiroli, Mathieu Bonnefond et puis Ninon Bardet qui va revenir nous voir pour conclure cette journée. On écoute tout de suite Sarah Pelraot qui lit Nos cabanes de Marielle Massé. Il y a toute une science des nous, même s'il n'y a pas de code cartographique pour les identifier. Une science qui se transporte aujourd'hui jusque dans les villes, en hydraulique alternative, pour qu'on puisse se passer des tuyaux et des canalisations enterrées. On fait, ou l'on voudrait bien faire, des nous au cœur des villes. À Boston, par exemple, où des fossés plantés permettent désormais de stocker l'eau en plein quartier, et sur ces traits de verdure réapparaissent des insectes, des oiseaux. Il y a toute une science des nous, comme il y avait jusqu'à peu des gardiens de la Loire, sur les levées sableuses qui l'abordent. Ils gardaient le fleuve, en effet, le surveillaient, attentionnés et vigilants, et ils se gardaient du fleuve, de cette Loire non pas exactement sauvage, elle qui fut au contraire le premier fleuve aménagé, le premier à susciter des techniques, des pratiques, des soins, un savoir-vivre avec l'eau, mais peu à peu réensauvagé. Qu'est-ce que ça t'inspire d'écouter Marielle comme ça, qui est aussi une résidente Loire Sentinelle ? Oui, ça fait du bien.
Ça fait toujours du bien d'entendre, d'écouter, de lire Marielle, qu'elle en soit remerciée. Et puis Sarah aussi. Sarah qui est une nouvelle entrante dans la résidence qu'on appelait flottante. Voilà, on s'amuse avec ce qu'on peut. On parle de résidence et de base flottante. Et Sarah, avec Amélie et Tiffaine, qui est journaliste et qui se focalise plutôt sur l'audio, voilà, sont venus grossir les troupes de la résidence flottante Loire-Sentinelle.